Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Thomas. Bonsoir Barbara, bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre pour cette émission qui, une fois encore, va nous faire voyager, mais cette fois de châteaux en cathédrale. Et la cathédrale en question, c'est celle d'Anvers. La Vierge Marie qui est honorée est sans doute la plus coquette du royaume. Il est en effet de tradition dans la métropole d'offrir à la mère de l'enfant Jésus robes et bijoux. Un fabuleux trésor que va nous faire découvrir ce soir Gérald Wathelet, notre chroniqueur couturier qui a eu l'honneur de dessiner lui aussi une robe pour la Vierge. À ne pas rater donc. Nous irons ensuite à la découverte de quelques magnifiques châteaux de chez nous pour découvrir l'important travail de préservation effectué par l'Association royale des demeures historiques et jardins de Belgique, une sorte de Royal Trust à la belge, dont nous parlera d'ailleurs son président d'honneur, le prince Lorenz. Il y a quelques jours, le roi était en visite chez nos confrères de Sud Presse qui éditent pas moins de 5 journaux, de la Meuse à la Nouvelle Gazette, en passant par la capitale, les quotidiens les plus lus en Belgique francophone. Oui Barbara, c'est une tradition. Chaque année, Albert II rend visite aux médias de notre pays. Le roi prévoit d'ailleurs de bientôt rencontrer les équipes du journal flamand De Morgen. Mais cette visite à Sud Presse nous a donné l'idée d'aller un peu plus loin. Et de nous interroger sur les rapports qu'entretient le palais avec la presse écrite. Visite guidée, rencontre et analyse en compagnie de Philippe Malberny. Jeudi 28 janvier 2010, le roi est à Namur pour visiter les locaux de Sud Presse. Comme toujours, notre souverain se montrera attentif aux commentaires de ses hôtes qui lui feront découvrir les étapes de la fabrication des différents journaux du groupe. Il recevra également des dessins des mains de jeunes lecteurs et rencontrera Pierre Kroll pour être croqué en direct. L'occasion était belle pour C'est du Belge de questionner nos confrères de la presse écrite sur le roi, son présent, mais aussi son futur. C'est un personnage assez sympathique, c'est un personnage qui a une vraie proximité avec sa population, qui est doté d'un sens de l'humour réel, qui est assez attachant, je crois, d'un point de vue humain. Ça m'a frappé lors de son dernier discours devant les corps constitués. Il décrivait la population belge en disant qu'elle était ouverte, qu'elle était pragmatique, qu'elle était modeste et qu'elle faisait preuve d'autodérision, me semble-t-il. C'était les qualificatifs qu'il utilisait. Et je me dis que ces adjectifs-là, finalement, il pourrait les utiliser pour décrire sa personne et son attitude. Il se bonifie encore avec les ans, donc c'est terrible. Il est très, très franc, naturel, et il va vers les gens. Et qu'il soit en Belgique, qu'il visite une entreprise comme la nôtre, ou bien qu'il aille à l'étranger, en Inde, je l'ai vu parler avec tout le monde, en anglais et dans pas mal de langues. Je pense qu'il est profondément humain et très intéressé par les gens qu'il rencontre. En tout cas, il ne feint pas cet intérêt. On l'a encore vu récemment pour le drame de Liège, l'explosion. Il s'est rendu immédiatement sur place et il rencontre les gens, il parle avec eux, il s'intéresse à ce qu'ils font. Quelque chose qui frappe tous ces interlocuteurs, c'est que c'est quelqu'un d'assez proche, qui a le contact facile, qui va facilement vers les autres et qui manifestement, c'est un côté de sa fonction puisqu'il rencontre beaucoup de gens qui ne lui pèsent pas du tout. Donc c'est un homme agréable à fréquenter, qui s'adapte un petit peu à toutes sortes de publics, je pense. Bon, c'est la première fois que j'ai rencontré le roi, mais j'ai suivi toute sa visite ici. Et j'en témoignerai, il s'intéresse réellement et il pose de véritables questions. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. Il a ri à plusieurs moments. On sent derrière quelqu'un qui a de l'humour. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Ce sont des relations professionnelles normales, régulières, qui ne sont pas des relations ni de harcèlement, ni de rejet ou de méfiance. Moi, je les contacte régulièrement pour voir l'agenda, pour voir ce qu'il y a d'intéressant comme activité. Ils nous envoient aussi le relevé jour après jour de ce que le roi, mais aussi la reine, les princes font comme activité. Et on sélectionne en fonction de nos intérêts. Nous sommes un journal populaire, donc on ne va peut-être pas sélectionner des activités purement économiques ou très artistiques dans un domaine très pointu, mais on va choisir des choses qui nous semblent plus proches des gens. On n'a pas de rapport avec le roi privilégié, c'est impossible, ni avec ses enfants. Mais quand on a une bonne information, quand on veut la vérifier, en général, on nous répond aux questions.
En Belgique, quand on travaille sur certains sujets, c'est très très difficile d'obtenir des informations. Quand on touche par exemple à ce qu'on pourrait appeler l'argent de la monarchie, obtenir des chiffres, c'est quasi quelque chose d'impossible. Donc je pense que pour pas scier non plus la branche sur laquelle on est assis, il faut des règles claires, une certaine transparence, et je pense que ça aidera aussi la monarchie à tenir dans le temps. À l'époque où le prince Philippe était très critiqué par la presse flamande, le roi s'est exprimé dans l'avion lors de retour d'un voyage d'État en Lituanie, et il avait dit ceci à un journaliste flamand, en flamand, il lui avait dit « Vous m'avez fait très mal au cœur ». Et on a titré là-dessus le lendemain, parce que tous les journalistes présents dans l'avion l'avaient entendu, et on a fait d'excellentes ventes, parce que les lecteurs ont apprécié le fait que le roi s'exprime sur son fils, et qui donne ce côté, cette image de père inquiet pour l'avenir de la Belgique, pour l'avenir de son fils. On constate qu'il ne laisse pas indifférent, c'est important, donc c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on va avec lui, à l'étranger notamment, et on voit que c'est un sujet qui fait vendre, parce que c'est quelqu'un qui aime communiquer. Là, ici, il est venu, il a parlé aux gens, il a posé des questions, et des questions très pertinentes, et je crois que les gens voient ça. Nous pensons au soir qu'on doit traiter la monarchie un peu comme avec la distance critique qu'on a pour tout sujet politique, je vais dire. Et donc, on ne doit pas faire des hagiographies ou vendre des images d'Épinal, par exemple. L'avenir, on se pose la question, est-ce qu'il va abdiquer, céder le relais à Philippe, ou est-ce qu'on va laisser faire les choses comme ça s'est toujours passé en Belgique jusqu'ici? Toujours est-il que Philippe se prépare activement à la fonction, on le voit, il a changé aussi, il s'est un peu plus ouvert à la presse, au monde extérieur, mais on déplore malgré tout une certaine raideur dans les interviews, et le palais n'a pas encore fait cette démarche d'une ouverture un peu plus vers la presse. Disons qu'on parle beaucoup de la possibilité qu'Albert II arrêterait, céderait le relais effectivement à Philippe. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup à court terme, pour différentes raisons. Je pense qu'Albert, qu'on disait au début, un petit peu un roi de transition, Albert c'est le roi qu'on n'attendait pas et qui ne s'y attendait pas non plus, et qui finalement s'impose un peu comme le roi qui correspond bien à son époque. Je pense par exemple, il a un peu ouvert le palais aux médias, etc. Il a senti que la monarchie avait besoin peut-être d'un côté plus humain, plus proche des gens. Avec son caractère, il a pu le faire. Il y a toute cette évolution vers le fédéralisme de plus en plus poussée. Baudouin y était moins favorable. Albert, avec son caractère, encore une fois, l'accepte mieux. On ne voit pas aujourd'hui comment une évolution institutionnelle pourrait passer à côté d'une remise en cause ou d'un réexamen de la fonction royale. On ira certainement vers une fonction royale plus protocolaire et vers une fonction royale plus personnalisée. Le prince Lorenz qui évoque pour nous l'Association royale des demeures historiques. Ou comment protéger châteaux et jardins qui font notre fierté, c'est dans un instant dans C'est du Belge. Nous voici de retour dans C'est du Belge où, comme chaque vendredi, nous sommes un peu tels des châtelains, Barbara et moi, en vous accueillant dans ce décor finalement très royal, Barbara. Mais évidemment, il y a château et château. Oui. Et être châtelain aujourd'hui implique bien souvent de très nombreux sacrifices. Bien entendu, car posséder un château, c'est être le gardien d'un patrimoine. Et pour sauvegarder ce bout de notre histoire, il y a heureusement des solutions. Comme celle proposée par l'Association royale des demeures historiques, dont le président d'honneur n'est autre que le prince Lorenz, et dont va nous parler à présent Gérald de Coster. La Belgique est riche de châteaux, d'hôtels particuliers, en un mot, de demeures historiques. Depuis 1934, une association s'est constituée pour épauler les propriétaires de ce patrimoine, l'Association royale des demeures historiques. Elle reste fort utile et se réunit annuellement en assemblée générale, l'an dernier au château d'Ureux. L'occasion, pour son président d'honneur, de marquer son intérêt pour la question. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mélange entre des propriétaires et des amis des propriétaires, donc c'est un vaste public. Et je me suis rendu compte aussi que les autorités y attachent une importance, puisque ça fait partie du patrimoine
historique de la Belgique et aussi régional de la Belgique et qu'ils y attachent une grande importance pour conserver ce patrimoine qui est une richesse pour notre pays. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup de choses sont démolies en Belgique. La Belgique est très appauvrie et elle entre dans la grande crise. Et donc, soudainement, dans ce pays, les grandes maisons, les grands et beaux jardins sont en réelle difficulté. Vont-ils survivre à la crise? Et on va se réunir autour d'un monsieur qui est bien connu, Pelgrims de Bigger, qui est un architecte et qui va porter ce projet dans lequel nous sommes aujourd'hui sur ses épaules. Il y a un peu de noblesse. 50 ou 60% des propriétaires individuels sont plus ou moins de cette origine. Mais la grande masse des nouveaux, ce sont des industriels. L'association a pour but de rechercher, d'étudier et de faire connaître les demeures historiques, de faciliter tout ce qui peut être de nature à en assurer la défense, la conservation, la mise en valeur et à en développer la visite. L'association est propriétaire de certaines demeures, tel le bien connu château de Beersel. Un château, pareil, a une très grande valeur. Ça a une valeur historique, ça a une valeur culturelle, mais ça aussi, c'est un acteur dans la vie économique si tout le monde se comprend bien et si tout le monde veut participer. Les demeures historiques étant de niveau national et le château de Beersel ressortissant du patrimoine flamand, la commune a eu l'idée de proposer à l'association de conclure un bail amphithéotique, ouvrant ainsi la voie à l'attribution de subsides. Nous avons demandé est-ce que nous pouvons avoir des accords avec vous, ainsi nous pouvons introduire un dossier auprès des autorités flamandes et nous sommes parvenus à cet accord. C'est un magnifique exemple d'architecture militaire gothique. Et rares sont les exemples dans notre pays et dans les pays voisins. Donc ça a vraiment une valeur d'architecture. Je trouve même que ça devrait arriver sur la liste de l'UNESCO. La ligne conductrice dans ce cas-ci était de laisser l'image médiévale, toutes les traces, tous les témoins d'histoire. On veut les montrer, on ne veut pas introduire tout ce qui rappelle le confort moderne. On doit en fait entrer dans la cour et se plonger en fait dans le passé. Ce château, il vit maintenant avec les villages, avec le peuple et aussi culturellement, historiquement. Mais au-delà des demeures, depuis quelques années, l'association a ajouté à son nom la notion de jardin. J'insiste beaucoup pour l'association de maisons et jardins, parce que les maisons, c'est bien. Mais les jardins, c'est quelque chose qui demande soin tous les jours. Parce que c'est là qu'on peut faire de la création. L'an dernier, l'association des demeures historiques a élaboré le principe d'un mini-national trust, s'inspirant du célèbre organisme britannique. Un propriétaire fait don de sa demeure à l'association, mais continue d'y résider. Je voudrais qu'il y ait des administrateurs résidents qui géreraient comme s'ils étaient encore propriétaires. Il y a la tradition de famille qui est là. C'est mieux géré, parce qu'il est plus près des choses de tous les jours. Et puis, je vais dire quelque chose, nous avons la gestion de deux choses, des briques et aussi des hommes. Premier exemple du National Trust à la Belge, Corroy-le-Château et son marquis de Trasny, qui pour des raisons successorales a été amené à racheter sa demeure pour ensuite l'offrir à l'association. Je pense que la vie à l'intérieur d'un château est l'expression même de sa vocation première. Et qu'un château transformé en musée ou en institution publique, c'est un château dénaturé. C'est comme une église qui serait transformée en garage. Ça ne va pas. Et donc, la présence d'une personne ou de plusieurs familles dans un château, c'est le maintenir dans son objectif original.
Y vivre est une manière évidemment de le faire vivre, mais y vivre pour le plaisir d'y habiter, c'est totalement en dehors de notre époque et de nos mentalités. Et mon objectif en tout cas, c'est de lui assurer un avenir stable. Parce que justement les péripéties de la succession ont montré que, surtout à notre époque, un château, c'est une pyramide sur la pointe. Donc je voudrais l'accrocher au train des demeures historiques ou d'une association ayant la même stabilité. Mais les demeures historiques, je les connais bien et c'est une association en qui j'ai entière confiance. Il y a plusieurs modèles dans les demeures historiques. Il y en a quelques-unes qui ont une attitude plutôt muséale, sont ouvertes au public. Il y en a d'autres qui sont privées. Et puis il y a un modèle qui est entre les deux. Il est clair qu'une chose vivante est toujours plus attractive, mais les musées ont une énorme valeur muséale, donc il y en a pour tous les goûts dans cette association. Qu'un couturier confectionne une robe, rien de plus normal. Mais quand cette robe est destinée à la Vierge Marie, c'est plus étonnant, Thomas. Et c'est pourtant ce qui est arrivé à Gérald Wathelet, à qui un Anversois a demandé de réaliser une robe pour la Vierge de la cathédrale d'Anvers. Il s'agit en fait d'une très ancienne tradition de la métropole qui veut que de riches particuliers offrent robes et bijoux à la Sainte Mère et à son enfant. Et ce soir, Gérald nous raconte cette incroyable histoire. Il nous emmène à la découverte des trésors de la cathédrale anversoise. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous nous retrouvons à Anvers devant Onze Lievevrouw cathédrale que nous allons visiter, mais tout le monde peut visiter la cathédrale. Je vais vous emmener découvrir un endroit où personne ne va, la sacristie, où nous allons découvrir ensemble le trésor de la cathédrale. Suivez-moi. Eh bien, nous voici dans la chapelle de la Vierge, mais d'abord découvrons la sacristie. Suivez-moi. Bonjour Christine. En tout cas, c'est gentil de nous accueillir. Alors là, on est dans la... On est dans la salle de trésor de la chapelle. Ah, et les trésors de la chapelle. Et les trésors, eh bien, on se trouve devant. Par exemple, ici, la très belle couronne de la Vierge, qui est très, très connue. Elle a été confectionnée en 1899. Oui. Elle fut réalisée par un bijoutier d'Anvers, M. Junez. Et quand est-ce que la Vierge porte cette couronne? Elle porte cette couronne à Noël et le 15 août, le jour de l'Assomption. Donc l'Assomption, fête de la alors Vierge. là, elle porte tous ces beaux bijoux. Ah oui, ça c'est l'apothéose, c'est son jour, en fait, c'est le 15 août. Oui, alors on la rend très belle, on lui met il y a donc une procession. Et une procession, oui. 25 ans après le couronnement, elle a reçu un beau sceptre et avec ce beau bijou, on la visse sur un très beau tablier en argent qu'elle porte aussi évidemment le 15 août. Tablier, vous voulez dire un devant? Un devant. Un devant de robe. Un devant. Et l'enfant Jésus a le même bijou, le même sceptre. L'enfant Jésus est toujours assorti avec la Vierge. Avec sa mère. Les Anversois adorent fêter, adorent offrir et bon regarder. Ah, tout à fait. Et voilà les beaux... Alors ça, ce sont vraiment des dons des paroissiens. Oui, et ça continue, hein, parce qu'on reçoit encore toujours des bijoux. Par exemple, l'année passée, nous avons reçu un petit bracelet. Ah oui, donc encore maintenant, les gens ont gardé cette tradition d'offrir des cadeaux à la Vierge de la cathédrale d'Anvers. Nous nous trouvons ici devant les petits manteaux de l'enfant Jésus. Et ce sont des tissus du 18e, 19e siècle. Alors ici, vous allez voir, nous avons deux exemplaires. Donc vous voyez là, la même petite robe. Et c'est un exemplaire qui date de 1860 et l'autre de 1899. On trouvait que le petit manteau était un peu usé par les processions. Donc on a décidé de refaire la même petite robe et c'est le même couturier qui l'a fait. Et vous voyez ici la belle fourrure, ce sont des dons des magistrats. Et ça, c'est de l'hermine. Oui. La fourrure royale.
Et celle-ci, c'est de la soie pékinée. Oui, c'est tout à vraiment fait. des matières qu'on ne peut plus du tout trouver. Ah non, pas du tout. C'est vraiment... Pour les restaurations, ce n'est Est-ce pas qu'il y a évident. une robe vraiment exceptionnelle dans toutes celles que la Vierge possède? Ah oui, je vais vous montrer la robe qu'elle porte à Noël. Le 24 Oui, décembre. oui, vous les... On y va, suivez-nous. Oui, suivez-nous. Encore une jolie pièce. Ça, c'est donc le fameux manteau, Christine. C'est son plus beau manteau. Regardez comme c'est magnifique, regardez la broderie. Et je suis très, très heureuse parce qu'elle vient d'être restaurée. Celle-ci est de quelle époque, en fait? De 1890. Culturellement, c'est un patrimoine aussi pour la cathédrale d'Anvers. Absolument. C'est beau, c'est Oui, beau. elle a une c'est très beau, belle c'est- garde-robe. Alors, Christina, là, on est devant la Vierge. À partir de 1399, qu'est-ce qui se passe, en fait? En 1399, une date quand même assez importante parce qu'à ce moment-là, le margrave d'Anvers donne l'autorisation d'une procession annuelle. Et ça tombait le jour de l'Assomption, le 15 août, et ça tombait le même jour de la grande foire d'été. Alors donc la statue était portée à la hauteur des épaules des maîtres de chapelle et passée dans les rues d'Anvers. Mais elle a été endommagée 2 fois. Pendant les troubles religieux en 1566, mais elle a été très vite restaurée. Mais la seconde fois, alors je parle de 1581-1188, durant la République calviniste, elle a été enterrée entre 2 murs dans la cave d'un maître de chapelle. Et qui habille la Vierge? On la change combien de fois par an? On la change 5 fois par an et on doit tenir compte des couleurs liturgiques. Et ça prend quand même 3-4 heures de travail. Ah oui, 3-4 heures pour enlever la robe précédente et mettre la suivante. Oui, maintenant, aujourd'hui, elle a donc sa grande robe d'apparat, avec beaucoup d'ampleur. Mais en principe, la statue se trouve sur l'autel. Parce qu'au mois d'octobre et au mois de mai, nous organisons des prières, la rosaire, et les gens aiment bien d'être en contact avec la statue, avec la Vierge, parce que n'oublions pas, c'est fondamental que le christianisme, c'est une religion de relations. Monsieur Verhart, vous êtes le curé de la paroisse de la cathédrale d'Anvers. Cette Vierge a plusieurs fêtes dans l'année. Ces fêtes sont toujours, je dirais... La grande fête de l'année, c'est le 15 août, évidemment. Là, le 15 août, il y a des milliers et des milliers de gens qui viennent vénérer la Vierge. Et ils se cachent, pour ainsi dire, en dessous du manteau lumineux. C'est sûr que beaucoup de gens trouvent ce réconfort ici. Dat ziet je daar links. Je ziet Jezus bij het water. Er zijn 3 mensen. Eh bien, chers amis, voilà encore une belle visite qui se termine. Vous ne pourrez pas évidemment entrer dans cette sacristie. En revanche, la collection de tableaux qui est ici sera encore exposée pour de longs mois. Donc n'hésitez pas à faire le déplacement. À très bientôt. Barbara, je demande toute votre concentration. Oui. Double événement la semaine prochaine. Youpi. Le début des vacances de carnaval. Youpi. Et la Saint-Valentin. Pas mal non plus. C'est Alors, bien. direction la neige, si vous le voulez bien. Crans-Montana en Suisse, rendez-vous de la jet-set belge. La princesse Astrid possède un chalet. Visite guidée dans C'est du Belge. Et puis au menu également, un dîner 100% Saint-Valentin, préparé par Miss Barbara. Exactement. Et puis pour déclarer notre flamme, des diamants, mais de couleur. Et c'est un Belge, un Anversois, qui en est le grand spécialiste. L'occasion de vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Et puis, vous savez, vous pouvez nous écrire. Toutes vos remarques sont les bienvenues. C'est du Belge, en un mot, @rtbf.be. À la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Au revoir. Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3 et vos coordonnées au 60 20. Bonne chance.